bonsoir tout le monde. Il me semble qu'on va parler de sport et handicap. Je crois que c'est le titre du petit échange qu'on va avoir. Nos athlètes qui sont là, je vous laisse vous présenter. Simone ? Alors, vous venez de me découvrir en vidéo. Du coup, moi, c'est Simone Thiéraut. Je suis ancienne handballeuse professionnelle. Et bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Mathieu Thomas. Je suis sportif de haut niveau en para-badminton. Donc, la vidéo est passée parce que du coup, on n'a pas... Ah, pardon. Très bien. Parfait, alors. Donc, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Donc, Antonio, je représente ce soir Talentéo, qui est talentéon.fr, qui est un média dit inclusif. Et j'ai la chance d'être là ce soir avec vous, et notamment des sportifs que je découvre un petit peu au téléphone avant, mais que je découvre ce soir. Alors, peut-être commencer par Simone. Simone, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, même si la vidéo, je crois, on a déjà dit un petit peu, mais ton parcours? Oui, du coup, moi, j'ai commencé le handball à l'âge de 10 ans. Et vers 14 ans, je vais rentrer en sport-études, donc au Krebs de Châtenay-Malabry. Et ça pour 4 ans. Donc c'est là où je vais vraiment découvrir le haut niveau. Je vais faire mes premières sélections en équipe de France jeune. Par la suite, je vais signer mon premier contrat à 18 ans, donc je vais partir de l'Île-de-France. Et ainsi de suite, j'ai fait plusieurs villes de France. Je suis allée dans le sud, j'ai joué en Allemagne et dernièrement j'ai joué en Guadeloupe. Et c'est vrai que je vais arrêter ma carrière à l'âge de 25 ans, donc assez jeune, car je suis en situation de handicap. Et c'est vrai que j'ai jamais parlé de ma situation de handicap pendant toute ma carrière, par peur que les portes du haut niveau se ferment devant moi, comme j'ai pu le voir pour d'autres joueurs de handball. On va y revenir. Du coup, tu vas nous raconter un petit peu. Alors Mathieu, tu es un petit peu plus âgé que Simone. Ouais, je suis un peu plus âgé. Moi, j'ai 40 ans. Mais on a un point commun que je viens de découvrir ce soir. C'est que je m'entraîne à Châtenay-Malabry, au Krebs aussi, donc où tu es passé. Mais moi, du coup, je l'ai fait beaucoup plus tard que toi, à l'inverse. Donc, du coup, moi, en fait, la différence, c'est que moi, j'ai eu un handicap à l'âge de 18 ans, suite à un cancer à une tumeur cancéreuse que j'ai eue à 17 ans. Et dans cette tumeur passait le nerf crural, ce qui m'a laissé une paralysie de la cuisse. Pour moi, le sport, c'était totalement plus possible, en tout cas par rapport à ma vie d'avant. J'étais basketteur, alors pas de haut niveau, mais j'avais déjà un bon niveau, mais pas pour faire les jeux ou rentrer en équipe nationale ou d'avoir cette carrière de haut niveau. Et j'ai mis jusqu'à l'âge de 30 ans pour enfin accepter qui je suis, mon handicap, ma singularité, pour me lancer un défi de faire les Jeux paralympiques à 30 ans. Et là, du coup, j'en ai 40. J'ai tenté 2 Olympiades, celle de Tokyo, celle de Paris. Et à chaque fois, j'ai échoué d'une marche pour me sélectionner sur les Jeux. Donc là, en pleine reconstruction pour soit aller chercher d'autres jeux. Il y aura une suite. Ou d'autres choses encore. Alors, il y a un autre point commun, même s'il y a des différences dans votre histoire. Si je peux me permettre, du coup, Simone, c'est que tous les deux, et vous allez nous le raconter un peu, c'est que vous avez quand même commencé, et ça a duré un peu, vous avez caché votre handicap. C'est ça. Moi, en fait, j'ai une paralysie aussi. Enfin, j'ai eu un arrachement du plexus brachial à la naissance. Donc, c'est un accident médical. Au moment de l'extraction, le médecin a un peu trop tiré sur le bras, donc le bras a cassé. J'ai 2 nerfs du plexus qui ont lâché. Donc, ça me laisse une paralysie partielle sur le bras droit. Donc, il y a plusieurs mouvements que je ne peux pas réaliser. Dans le hand, ça se voyait, mon handicap, ma différence se voyait, mais bon, comme chez les sportifs de haut niveau, tout le monde a toujours mal quelque part, tout le monde est blessé, tout le monde se fait les croisés, l'épaule, donc les gens ils pouvaient pas se dire que c'est un handicap, parce que pour les gens, un handicap c'est quelque chose de lourd, donc voilà, moi non plus, j'ai jamais dit le mot handicap, donc et ça change tout. Et c'est vrai que tout le monde voyait mon problème, mais sans plus, quoi. Ils ne pouvaient pas se dire que c'était un handicap, quoi.
Et donc tu as joué à très haut niveau pendant plusieurs années. C'est ça, je suis arrivée au plus haut niveau, donc j'ai fait un championnat du monde en 2015, donc oui. Je suis arrivée au plus haut niveau avec mon handicap et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle de ça, c'est vrai que les gens dans le milieu du sport, le milieu du handball, même mon entourage, tout le monde est très, très étonné, tout le monde est choqué de ma carrière que j'ai pu faire en cachant ce handicap. Et du coup, tu disais que donc à 25 ans, tu arrêtes. 25 ans pour un sportif, c'est presque l'âge où on est au plus haut. Donc tu arrêtes et là, le handicap devient quelque chose qui peut se révéler, qui devient un sujet. C'est vrai que ma différence, je le ressentais pas quand j'étais jeune en sport-études, je le ressentais pas plus que ça. C'est vraiment quand je vais rentrer dans le monde professionnel où on va commencer à avoir des séances de physique, musculation, où là je vais quand même vraiment voir ma différence parce que je peux pas tout faire comme tout le monde. Et oui, arrivé à 25 ans, en fait, j'ai beaucoup compensé pendant toute ma carrière sur le côté gauche. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de soucis sur le côté gauche, épaules, coudes, genoux, chevilles. J'ai toujours eu mes blessures sur le côté gauche. Donc ça fait qu'à un moment donné, mon corps, il dit stop, quoi. J'ai trop compensé. Alors Mathieu, toi c'est un petit peu différent parce que on te dit vous n'allez pas pouvoir faire du sport ou vous n'allez pas pouvoir remarcher normalement. Et il faut partir de là. C'est ça, c'est tout de suite. Bon, les médecins sont très bons là-dessus pour se protéger, mais aussi pour peut-être annoncer le pire, pour se dire l'avenir sera peut-être meilleur. Mais on nous annonce le pire tout de suite, c'est tu ne remarcheras plus comme avant, tu ne pourras plus courir. Ça c'est clair. Ou avec une petite blague, allez, tu pourras courir pour aller attraper ton bus. Sympa. Alors, moi qui étais sportif. Comment on fait pour partir de ça ? Comment on fait ? On part avec ses armes et ce qu'on est en fait. C'est-à-dire que moi, on va pas me dire ce que je peux pas faire. Et au contraire, c'est peut-être ça qui m'a poussé à me dire je vais te prouver que tu as tort, que je vais pouvoir recourir, je vais pouvoir remarcher normalement. Et c'est ce qui m'a aussi pas mal poussé dans la suite pour bien le cacher. C'est-à-dire que j'ai réussi à remarcher, j'ai réussi à le cacher derrière mon pantalon, à travailler, à entreprendre beaucoup de choses. Mais c'était pas là où j'étais totalement épanoui. Au final, de cacher... tu parlais de mot handicap et c'est pas facile de l'accepter. Ce mot handicap, comme on dit, il le fait peur. Et de se mettre cette étiquette de handicap, tout de suite, moi, je n'étais pas capable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle même pas de handicap, je parle de singularité, en me disant qu'en fait, on en a tous une. Voilà, on a un petit truc en plus. Tu parlais quand même d'accepter à un moment donné ton handicap. Non, on n'est pas là, on n'est pas dans cette acceptation. On est à vivre sa vie, à le cacher. On est dans le déni, on est en colère au début. Toutes ces phases pour lesquelles, à un moment donné, c'est trop lourd à porter. C'est trop lourd à porter, mais on ne le sait pas. Et il y a besoin de quelque chose, un événement qui va faire que tu vas devoir... tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à avancer avec cette lourdeur que tu as sur les épaules. Et il va falloir lâcher prise. Et tu vas passer par des étapes ensuite. Il faut laisser aller plutôt, je dirais, que lâcher prise même. Alors, est-ce qu'il y a des étapes ensuite, justement, dans le parcours, dans la reconstruction, je ne sais pas comment dire, quand on part à devoir se remotiver et à se reprojeter, en fait ? Les étapes, c'est aussi mon rêve que je me suis lancé de faire les Jeux paralympiques. Ça m'a tellement aidé. Ça m'a aidé à accepter... Le sport m'a aidé à accepter le handicap. À l'inverse, voilà. Mais c'est marrant parce que je parlais de similitude tout à l'heure quand on parlait de t'es gauchère du coup par rapport à ton problème. T'es gauchère de naissance aussi ou on sait pas du coup. Mais voilà, t'as tout compensé sur le côté gauche et voilà toi c'est en haut, moi c'est en bas sur la jambe droite. Et c'est marrant de dire que toutes les blessures aussi, j'ai tout compensé sur ma jambe gauche. Et en faisant du sport de haut niveau, j'ai pris tout ce que je pouvais sur la jambe gauche. Bon, j'ai pas fait les croisés, heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on compense vraiment tout le temps. Et j'ai oublié ta question sur juste les étapes. En fait, tu parlais d'étapes en fait de reconstruction pour. Les étapes on se donne un objectif. Voilà, tu parlais des Paralympiques. Et voilà, on se donne des objectifs et très haut. Et après, il y a plein d'étapes. Voilà, les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde, des sélections en équipe de France. Voilà, ça monte progressivement à en faire son métier. Après, voilà, ça reste. Moi, je suis pas dans un sport professionnel. Je suis dans un sport amateur. Donc, trouver aussi des éléments qui vont me permettre de vivre aussi de mon sport.
Et je l'ai trouvé à travers des conférences, à travers une chose aussi qui est hyper importante, c'est que moi j'ai découvert aussi en acceptant mon handicap par le sport. Donc j'ai vu d'autres personnes en situation de handicap, lourd, pas lourd. Mais surtout, en fait, j'ai découvert tout ce monde du handicap. Et au moment où j'ai découvert le monde du handicap, on m'a parlé d'une phrase et que là, je pense que tout le monde connaît. Et grâce aux petites mues, on le sait encore plus. C'est qu'à 80%, le handicap est invisible. Et là, moi, ça m'a mis une vraie claque. Je me suis dit, quoi ? Je suis pas tout seul. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ouais. Et je me suis dit, moi, j'ai réussi à l'accepter. Mais s'il y a 80% de gens qui ont un handicap invisible alors qu'on m'en parlait pas avant, ils sont où ces gens ? Pourquoi ils n'acceptent pas ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette étiquette de handicap, tu vois, tu l'as bien dit, tu n'avais pas envie, c'est trop lourd à porter. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. Les petites mues le font, par les BD, par le côté positif de tout ça. Et je pense qu'on a tous aujourd'hui cet objectif de montrer que le handicap, c'est pas que le côté lourd, c'est pas le côté... Il y a un côté très positif à avoir. Et encore, voilà, le dernier film dans l'actualité, se dire on a un petit truc en plus, c'est parfait. C'est ça qu'il faut montrer, c'est qu'on a un petit truc tous en plus, de différent, on a cette singularité. C'est un bon exemple. Alors, pour faire un petit peu le parallèle avec le monde professionnel, Simone, tu as vécu par exemple le fait qu'on te dise c'est peut-être pas une bonne idée d'indiquer sa RQTH sur son CV. Oui, c'est vrai que au moment où j'ai arrêté le sport, je suis rentrée dans le monde du travail et que j'ai mentionné la RQTH sur mon CV. On m'a dit qu'il ne fallait pas le mettre parce que j'étais normale. Donc, en gros, il fallait pas que je le mette. Mais bon, j'ai continué à le mettre parce que pour moi, c'est impossible de ne pas mettre la mention RQTH, sachant que j'ai besoin d'un aménagement de bureau. Et c'est pas une fois arrivé en entreprise que je vais dire en fait il me faut un aménagement de bureau. Donc non, en fait il faut faire comprendre aux entreprises, aux RH que oui, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, il y en a énormément et ça peut être un plus pour une entreprise. Et oui, on est des personnes normales et on peut avoir une mention RQTH. Donc non, il ne faut pas l'enlever du CV, je pense. Et il faut vraiment continuer à le mentionner pour faire comprendre qu'on peut avoir des parcours, moi, sportif de haut niveau, et j'ai fait toute ma carrière avec un handicap. Et ça ne va pas m'empêcher non plus de travailler. Donc il y a cette mentalité-là à faire changer, oui. Alors pour faire le pendant aussi, Mathieu, par rapport au monde professionnel, le sport, ce sont des valeurs, ce sont des parcours, c'est une expérience plutôt forte. Et puis quand on a été ou on est encore au haut niveau, c'est pas rien. Ce pendant avec le professionnel, qu'est-ce que quelqu'un qui a cette mentalité, ou ce mental plutôt, et ses forces, parce qu'il peut y en avoir plein, peut apporter justement à l'entreprise et qu'elle ne comprend pas forcément? Alors je ne sais pas si c'est pas bien compris, mais aujourd'hui, c'est peut-être dans mon environnement, mais beaucoup d'entreprises reconnaissent ce qu'est un sportif de haut niveau, de tout ce que tu as dû accomplir et ce qu'on a accompli, cette résilience, mais c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de sacrifices. Et donc du coup, toutes ces skills-là sont pour moi très valorisées en entreprise. C'est étonnant, en tout cas aujourd'hui, même d'entendre de ne pas mettre tu as ta RQTH là-dessus. Et comme je dis souvent, au final, en fait, c'est bien parce que ça fait du tri dès le départ. Si tu as une entreprise qui te refuse juste parce que tu as marqué RQTH, tu te dis mais c'est parfait, je ne veux pas travailler dans ton entreprise en fait. Mais je gagne du temps, merci en fait. Et si quelqu'un te reçoit à ce moment-là, c'est... j'ai tellement, et même ma compagne, elle a tellement vécu de dire que tu travailles, et oui, on va aménager ton poste, et au moment où tu dis, bon, à quel moment tu aménages mon poste ? C'est bon, tu arrives bien compensé, tu n'as pas besoin. Bah si, en fait, si je te le demande depuis le début, c'est pas pour rien. Donc c'est pas juste, je quémande quelque chose. C'est donne-moi la chance d'être performant. Et en tant que sportif, c'est ce qu'on demandait à nos managers, à nos coachs, et c'est ce qu'on demande à nos managers. Donne-moi toutes les armes pour être performant. Et c'est peut-être un aménagement de poste, ça peut-être un management de temps de travail. Et ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est l'aménagement de bienveillance.
Tu avais cette expression que tu peux redire peut-être? Ouais, c'est aménagement de bienveillance. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on sensibilise là-dessus, qu'on sensibilise tout le monde, de dire, mais en fait, soyez bienveillants parce que la maladie ou le handicap invisible, s'il est si invisible que ça, c'est parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les gens, ils comprennent pas. Donc, on a besoin d'éduquer. Mais si on peut éduquer avec bienveillance et que si tu as une personne qui est en situation de handicap invisible ce jour-là, avec sa maladie, elle n'est pas bien, peut-être que son collègue à côté, il va lui dire avec bienveillance, aujourd'hui je comprends, t'es pas bien, je vais plus en faire aujourd'hui, t'inquiète pas. C'est pas t'as un tir au flanc ou hier ça allait bien, donc c'est bon, fais un effort quoi. Fais un effort, c'est tellement lourd, parce que cette journée-là, ça va vraiment pas bien. Donc c'est ça, j'aimerais bien bienveillance. Ouais, la bienveillance. Tu disais aussi que pour le manager qui a peut-être peur de recruter quelqu'un en situation de handicap, inversement, ça peut être aussi un défi pour lui. Carrément. Après, moi, je suis sportif de haut niveau et j'ai été aussi manager quand je travaillais. Et c'est ça que je trouvais, en tout cas, le point commun entre tous les managers, c'est tu as envie d'aider ton équipe, tu as un challenge financier ou même managérial là-dedans, c'est t'élèves ton équipe, un peu comme un capitaine d'équipe ou voilà dans le sport. Et j'ai envie de dire ça au manager, je fais en fait ça peut être un très très beau défi de faire élever ou en tout cas de dépasser quelqu'un qui au contraire n'a pas autant de chance que les autres ou aujourd'hui qui n'a pas réussi à trouver sa place. Et est-ce que tu peux l'aider à trouver sa place dans l'entreprise? Est-ce que tu peux l'aider à performer? Et on est là pour poser les l'humain. bonnes questions et tout le monde en bénéficie. Ouais, c'est ça. Tu veux réagir par rapport à ça, Simone? Du coup, il a un peu tout dit. En fait, le point de vue, les freins qu'on peut retrouver dans l'entreprise, en fait, mais avec les messages qu'on peut leur apporter pour justement lever ces freins. Non, mais oui, pour moi, en tout cas, en entreprise, pour un manager, comme je l'ai dit, une personne en situation de handicap, pour moi, ça peut être un plus. Ça dépend du handicap. C'est une vision, ça peut être une vision différente aussi de voir les choses quand on est en situation de handicap. Moi, après, j'étais sportive de haut niveau. Ça peut être aussi un plus pour une entreprise, parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, souvent on a commencé très très jeune, donc on réfléchit pas comme les autres, on a l'habitude d'être performant dès l'âge de 14, 15, 16 ans, donc non, on peut vraiment apporter une vision différente, je pense. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Simone? Tu performes dans quoi? Moi, je fais pas mal de choses, mais c'est vrai que à la suite de ma carrière, j'ai passé un master en marketing et communication. Donc aujourd'hui, je suis infographiste. Et là, dernièrement, j'ai sorti mon livre, j'ai écrit mon livre. Donc qu'elle va dédicacer en sortant de cette conférence, je le rappellerai tout à l'heure. Donc l'image du sportif parfait, j'ai fait tout le graphisme, la couverture. Donc là, actuellement, je suis à fond sur mon livre. Donc voilà, je suis auto-entrepreneur et dans le graphisme et là pour mon livre. Parfait, on va trouver tout à l'heure en sortant. Et alors toi, Mathieu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu t'entraînes toujours? Moi, j'ai 1000 casquettes. Mais c'est ce qui est très intéressant. Moi, je suis persuadé qu'un sportif de niveau, c'est un super chef d'entreprise. Donc, elle parle d'entreprise, d'entreprendre. Même pas peur. Non, mais c'est ça. C'est qu'au final, on devait gérer nos projets. Et en plus, comme le dit, des sportifs de haut niveau, t'as quitté ta famille pour rentrer en pôle très jeune. Donc, c'est d'avoir cette maturité le plus tôt possible. Donc, moi, je les côtoie parce que je m'entraîne avec des petits jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Ouais. Donc, je vois très bien l'avenir qu'ils ont et les compétences et tout ce qu'ils peuvent acquérir. Moi, ce que je fais, je suis conférencier, je suis sportif. J'ai aussi écrit mon livre. Et au final, j'ai 1000 idées, mais ce qui, moi, m'importe à chaque fois, ce slogan de dire « rendre visible l'invisible », c'est ce que j'ai tout de suite eu aussi à mener quand j'avais vu que le handicap, il faut arriver à changer ce regard-là. Et aujourd'hui aussi, avec Tiffany, ma compagne, on a envie de faire bouger les choses. On a envie de montrer qu'en fait, un des gros problèmes de tout ça,
c'est l'acceptation. Et qu'il faut arriver à changer... J'aimerais même pas changer le mot, mais n'utilisons plus le mot handicap, parce que ce mot-là fait trop peur encore à beaucoup de gens. Trouvons d'autres mots. Parlons de singularité, parlons d'acceptation. Et puis on arrivera, pardon, et de bienveillance. De bienveillance, mais on arrivera à parler de handicap à ce moment-là, parce que ce mot-là ne fera plus peur. Mais de brut comme ça, c'est pas possible encore aujourd'hui. Très bien. Est-ce que on a le temps de questions dans la salle? Est-ce que des gens souhaitent poser une question? Non, pas forcément. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un petit message de conclusion? Oui, moi maintenant, je fais beaucoup de sensibilisation aussi pour le handicap invisible dans le sport, parce que c'est vrai que dans les sports collectifs, notamment au handball, tout ce qui est pour le handball adapté, ça commence à arriver. Donc on a le handball fauteuil, le handball sourd, mais c'est vrai que à ce jour, il y a toujours rien pour le handicap invisible, sachant que je suis pas la seule handballeuse à avoir arrêté ma carrière par rapport à un handicap, une maladie. Donc voilà, je sensibilise beaucoup là-dessus, et c'est vrai que les gens ils ne connaissent toujours pas que 80% des situations de handicap sont invisibles, et on est souvent un peu oublié. Donc voilà, je souhaite continuer la sensibilisation là-dessus. Et passer le message. Mathieu, le mot de la fin? Non, mais j'ai envie de parler de handicap invisible, mais en fait c'est le mot handicap tout simple. En fait, qu'on soit invisible ou pas invisible, on est tous concernés par ça. On n'a pas les mêmes problématiques. En tout cas, pour les personnes qui sont visibles, ils n'ont pas ces mêmes problématiques. Mais en fait, on est tous dans le même bateau, dans le sens où le handicap fait peur, tout simplement. Donc on a tous ce rôle à jouer, handicap visible ou invisible, à vouloir transformer les choses. Je pense que tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui et qui suivent les petites mues savent pourquoi ils sont là, parce qu'on a aussi envie de changer les choses. Donc voilà, j'ai juste envie de rassembler tous ces gens et de se dire que tous ensemble, on va y arriver à vraiment faire changer les choses, à pousser. Le sport va nous aider aussi à aller aux Jeux paralympiques, parce qu'il y a des athlètes de fou qui, eux, se sont qualifiés, qui vont transformer les choses, qui vont vous montrer à la fois leur passion, leur énergie, leur tout ça, et tous ces types d'handicap, et de montrer que tout ça, c'est possible. Ça va donner pour moi un élan positif aussi au handicap, et j'espère que grâce à ces Jeux paralympiques, on va aussi s'appuyer sur ça et arriver à faire changer les mentalités en France, et que le handicap ne fasse plus peur. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Plein de bonnes choses pour la carrière professionnelle, et puis pour continuer dans le sport. On te souhaite aussi encore plein de bonnes choses, Mathieu, dans le sport, plein de nouveaux défis. Merci de passer de cette parole, parce que je pense qu'au travers de vous, les messages passent, j'en suis certain, de manière assez importante. Et encore une fois, Simone, qui est là, va donc dédicacer son livre juste maintenant, et c'est juste à côté. Merci à tous, à toutes, et bonne soirée.